aura le volet questions, on pourra se démuter, montrer son visage avec grand plaisir. Donc voilà un peu pour l'objectif. Je vais me présenter rapidement et présenter ma société. Je suis Olivier Beretti, je suis directeur, entre autres, de la pratique agile de Maltem Canada. Maltem, c'est une société de services conseil en transformation numérique et en innovation. Et on est spécialisé dans quatre grands domaines, tout ce qui est développement et data, tout ce qui est agilité, tout ce qui est expérience utilisateur et tout ce qui est cybersécurité. Je vais vous donner 4 chiffres, puis je vais arrêter là avec la présentation, parce que ce n'est pas le principal sujet qu'on va aborder ensemble. Notre groupe existe depuis 2001, donc on n'est pas tout nouveau, on n'est pas tout récent, on est présent dans 12 pays. On recrute à peu près 40 personnes par an dans la région du Québec. Donc si vous êtes intéressé, rejoignez-nous, ce sera avec grand plaisir. Et on prône la diversité. On a actuellement 16 nationalités chez nous. On en est très fiers parce que on a à cœur d'utiliser cette diversité pour vous proposer des solutions qui sont plus enrichies, plus diversifiées. Voilà. Et je vais commencer avec la présentation, si c'est bon. Donc, ceux qui viennent d'arriver, là, ils sont pile poil au bon moment. Hop. Donc, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Je rappelle les règles, mute, pas de caméra, et puis on se laissera un temps à la fin pour les questions. Et on va commencer tout de suite. Je vais vous parler tout d'abord d'un vieux monsieur en noir et blanc qui s'appelle Melvin Conway. Melvin Conway, c'est oui, en noir et blanc. En vrai, je pense qu'il n'était pas noir et blanc, mais bon, voilà, c'est un monsieur qui, je pense, nous a quittés depuis longtemps. Melvin Conway, il nous a laissé une loi qui est très intéressante, qui est la loi de Conway, qui dit que toute organisation qui conçoit un système va produire une conception qui va être la copie de sa structure de communication. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit autrement et plus simplement, votre système d'information, il va ressembler étrangement à la structure de votre organisation, à votre découpage en équipe, et puis surtout aux communications qu'il va y avoir entre les équipes. Il ne dit pas l'inverse, il dit pas, c'est pas dans l'autre sens, hein. C'est votre organisation va se refléter dans votre système d'information. Donc ça, c'est le premier truc qu'il faut avoir en tête quand on va parler justement des typologies d'équipes. La deuxième chose, on va revenir sur une notion qui est très chère à l'agile, qui est la taille des escouades. Alors, les escouades sont des équipes agiles. On a baptisé ça escouade parce que, pour dire un petit peu que c'était un peu différent, et puis qu'il y a une taille, et puis que ce sont des équipes qui sont pluridisciplinaires. Ça veut dire qu'une escouade est capable de faire quelque chose de bout en bout sans attendre que quelqu'un lui livre quelque chose. Ça, c'est la théorie agile. La théorie nous dit également qu'une escouade, c'est 7 personnes, plus ou moins 2. Jeff Bezos parlait de two pizza team. On sait que ces pizzas américaines, ça nourrit 4 personnes, hein, tellement elles sont grosses là. Et on s'entend. Et donc 2 pizza team, 8 personnes, c'est bon, on était dans la bonne échelle. Pourquoi on se dit plus ou moins 2? Parce qu'en dessous de 5 personnes, si vous connaissez tous le framework Scrum, on compte le PO, le Scrum Master, il reste 3 places. C'est un peu léger pour être vraiment pluridisciplinaire, sachant que dans une équipe TI classique, on va avoir besoin d'un analyste, au moins d'un dev et peut-être d'un testeur. Bon, donc 5, c'est vraiment le minimum, hein. Et 9, pourquoi on ne va pas au-delà? On essaye de ne pas aller au-delà. Tout simplement, attendez, je vais essayer de faire apparaître mes petits renards. Voilà. Tout simplement parce que, vous voyez, là, j'ai 5 petits renards dans une équipe. J'ai déjà 10 canaux de communication entre mes renards. Puis si j'en rajoute un 6e, je passe à 15 canaux de communication. Puis si on se fait une petite projection, là, un petit tableau, on voit que quand on arrive à 10 personnes, on a 45 canaux de communication. Qu'est-ce que ça veut dire, grosso modo? Ça veut dire tout simplement que plus il y a de personnes dans l'équipe, plus l'information va se perdre et ne va pas être diffusée au même instant, au même moment, de la même manière, avec la même compréhension à toutes les personnes. C'est aussi simple que ça. Pour les plus mathématiciens d'entre vous, la petite formule mathématique, n fois n-1, le tout divisé par 2, ça vous donne le nombre de canaux de communication. Puis il faut voir un truc, c'est qu'en ce moment, on est sur une période qui est un petit peu difficile, de retour au bureau, mais hybride, et l'hybride va accentuer cet effet. C'est-à-dire que vous allez avoir des personnes qui seront au bureau, qui sont peut-être plus proches de l'information, puis des personnes qui seront à distance, qui vont la perdre. Plus on augmente les tailles d'équipe, plus on va perdre de l'information, et ça va être encore plus vrai aujourd'hui. Je vais vous introduire un troisième concept, et ça sera mon dernier concept d'introduction. Après, on va passer aux typologies d'équipe. Le troisième concept, c'est ce qu'on appelle le concept de flux de valeur. Un flux de valeur, c'est quoi? C'est une série d'étapes qui va être utilisée pour
livrer de la valeur. On part d'un événement déclencheur et à la fin, on livre de la valeur à notre client. Et puis, on a des étapes. Et on a des personnes qui travaillent sur ce flux de valeur. On a des systèmes qui sont embarqués sur ce flux de valeur. Et la petite chose en plus, le temps entre je déclenche un événement et je livre le résultat à mon client, ça s'appelle le lead time. On calcule ce temps. Ça vient du lean. Voilà ce que c'est qu'un flux de valeur. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que on va le voir dans les typologies d'équipes, on va avoir besoin d'aligner nos équipes sur les flux de valeur. Alors, on va se donner un exemple pour que ce soit un petit peu plus parlant. On va sortir du domaine TI, on va imaginer une entreprise qui livre plusieurs services à ses clients, plusieurs produits. Et un des produits qu'il livre, c'est des capsules de formation, des capsules vidéo de formation. Donc, l'entreprise a un flux de valeur, c'est la production de capsules de vidéo de formation. C'est quoi l'événement déclencheur? L'événement déclencheur, c'est j'ai un besoin en formation. Voilà, j'ai un client qui émet un besoin, etc. Donc d'abord, on va aller clarifier le besoin. D'accord, c'est pour quel objectif? Quels enjeux tu rencontres aujourd'hui? Quelles sont tes contraintes? Est-ce qu'on parle d'une capsule qui doit durer 2 heures? Est-ce qu'on parle d'un truc très court qui doit durer un quart d'heure, 20 minutes, etc., etc. On va clarifier le besoin. Deuxième étape, on va identifier des experts qui vont travailler sur la capsule. On va peut-être construire et valider un storyboard, puis le faire valider par le client, dire est-ce que ça te va? On va d'abord présenter ce concept, qu'est-ce que tu en penses, etc. Très bien. On passe à la production, soit tournage, montage vidéo, etc. On peut même découper en 2 étapes, faire la post-prod après, c'est pas un problème. Et ensuite, on va avoir peut-être une revue par nos pairs, par d'autres experts qui vont regarder avec un œil critique la capsule, et on va la diffuser sur notre plateforme. Et à la fin, on a une capsule qui est disponible pour notre client. Donc ça, c'est une chaîne de valeur. Je suis certainement pas en train de vous dire découpez vos équipes par étapes. Parce que là, vous allez avoir le problème classique du waterfall, qui est qu'on a une équipe de conception qui donne son truc à l'équipe qui développe, qui donne son truc à l'équipe de post-production ou qui met en production, etc., etc. Et là, on sait ce qui se passe. Ben, tout le monde est sur le chemin critique. Ceux qui sont en bout de chaîne attendent en priant que les inputs arrivent à temps, sinon ils vont être en retard et c'est sur eux qu'on va taper. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on va orienter nos équipes sur ce flux de valeur. Alors, on va voir 2 grandes catégories d'équipes. Les premières, celles dont je vous ai parlé, des équipes qui sont orientées sur les flux de valeur. Déjà, il faut se dire que le modèle qu'on a connu, puis qu'on connaît peut-être encore dans certaines entreprises, qui est un pool de ressources d'experts qui sont prêtés à des projets, puis qui changent un peu au gré du vent, ce modèle est à bannir, proscrire, il ne fonctionne pas. Je vous donne un exemple, on l'a tous connu, un centre de compétences spécialisé dans les technologies Java qui travaille sur 15 projets à la fois. Tout le monde est perdant. Déjà, les personnes sont obligées de faire du context switching sans arrêt, là, les développeurs, passer d'un projet à l'autre et tout. Et puis ensuite, les projets ne sont pas contents parce qu'ils ne s'avancent pas à la vitesse qu'ils voudraient. Donc, le but, on se rappelle, c'est d'avoir des équipes pluridisciplinaires à orienter sur un flux de valeur au maximum. Au maximum. C'est vraiment ça qu'on va essayer de viser. Donc, on va voir quel type d'équipe on peut avoir pour les orienter sur des flux de valeur. Première équipe, qui est la plus classique, c'est l'équipe produit. Alors, l'équipe produit, c'est la plus classique parce que finalement, c'est le cas idéal. C'est-à-dire que j'ai une équipe qui est en charge d'un ou plusieurs produits qui appartiennent à une même ligne métier, business line, la même ligne métier. Alors, plusieurs, je mets un petit bémol, plusieurs produits. C'est vraiment si on a des petits produits, ça peut être difficile parce qu'à un moment donné, il va y avoir un enjeu de priorisation. Surtout si on a plusieurs product owners, il y en a un qui va dire c'est mon produit le plus important, l'autre, etc. Puis on n'a qu'une équipe, donc on se retrouve dans le même cas. Donc, évitons au maximum d'avoir une équipe produit qui gère plusieurs produits. Maintenant, si c'est des petits produits, c'est acceptable. Puis il y a des techniques pour le gérer, des techniques de priorisation. Mais dans tous les cas, là, je vous parle d'une équipe qui est en charge d'un produit. Exemple, une équipe qui sera en charge d'une plateforme de vente de véhicules en ligne. On imagine une entreprise qui loue des voitures, puis à la fin, quand elle récupère la voiture, elle la met sur le marché du véhicule d'occasion et la voiture est rachetée par un garage. On peut imaginer une plateforme de vente de véhicules, un peu comme un eBay ou quelque chose comme ça, où les garages viendraient acheter. Eh ben, on aurait une équipe qui serait en charge de ce produit de A à Z. Donc ça, c'est le cas le plus simple, ça marche. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est très fonctionnel parce que l'équipe, elle est indépendante, elle fait son travail. Maintenant, dans beaucoup de cas, le produit va être trop gros pour être confié, rappelez-vous, à une escouade de entre 5 et 9 personnes. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va bien être obligé de découper.
Comment on va découper? On peut avoir une possibilité, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des feature teams, donc ces équipes fonctionnalités, orientées autour de fonctionnalités. C'est-à-dire c'est une équipe qui va être en charge d'un sous-ensemble de fonctionnalités dans un même domaine fonctionnel. Prenons l'exemple d'une banque qui, par le biais de son portail client, permettrait à ses clients de gérer leur compte en banque, de gérer leur contrat d'assurance, de gérer leur portefeuille d'actions. On peut très bien envisager qu'une équipe s'occupe de toutes les fonctionnalités qui permettent au client de piloter son portefeuille d'actions depuis le portail. Donc le produit, c'est l'ensemble du portail, il y a beaucoup de choses dessus, mais on a découpé de manière à se dire, on a des équipes features qui s'occupent de la partie portefeuille d'actions. L'avantage, c'est que ces équipes, elles vont monter en compétence sur l'aspect fonctionnel et qu'elles vont acquérir une certaine maturité et être capables d'être de plus en plus pertinents sur le fonctionnel du pilotage de ces actions. Une autre possibilité, c'est de créer des équipes qui sont alignées sur le parcours client, parcours utilisateur. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple, imaginons cette fois-ci une entreprise d'assurance, je vais rester dans le domaine de la finance. On peut imaginer qu'on ait une équipe qui soit responsable du parcours client depuis le choix du contrat d'assurance jusqu'à la souscription du contrat d'assurance habitation. C'est tout. Il ne s'occupe pas des sinistres. Ma maison, j'ai un dégât des eaux, je dois déclarer un sinistre. C'est une autre équipe qui s'en occupe, c'est un autre parcours utilisateur. Par contre, la partie euh, euh, souscription d'un contrat d'assurance, ça peut être confié à une équipe. Donc, c'est une équipe qui va être en charge d'un parcours utilisateur complet de A à Z. Une quatrième possibilité, plutôt une troisième si on veut découper une équipe produit, c'est d'aller vers une équipe persona. Alors, un persona, c'est quoi? C'est une représentation d'un type d'utilisateur, une représentation la plus réelle possible. On va imaginer une personne, vous en avez sûrement déjà vu, une personne avec un nom inventé, un visage inventé, des passions, des hobbies inventés, des enjeux inventés, mais l'objectif d'un persona, c'est d'arriver à se mettre à la place de l'utilisateur pour essayer de penser comme lui et de pouvoir répondre à ses problématiques. Imaginez que vous êtes dans une entreprise, allez, on va changer complètement de décor. Là, on va prendre une entreprise de télécommunications qui fournit des téléphones portables, on va rester simple, à ses utilisateurs. Eh ben, on va avoir un type de client, ça va être le client particulier qui a un, maximum deux téléphones portables, mais bon, la plupart du temps un téléphone portable. Puis on va avoir des grandes entreprises où le client, c'est le gestionnaire de la flotte des téléphones portables. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir combien lui coûte l'ensemble des téléphones portables, les dépassements de forfait, là, parce qu'à l'échelle des 4000 ou 5000 employés, c'est quand même énorme, etc., etc. Donc lui, ce qui va l'intéresser, ça va être des services ou des fonctionnalités de calcul de TCO, Total Cost of Ownership, ou mon empreinte carbone, etc. Alors qu'une personne qui a un téléphone, le total cost of ownership s'en fiche. Ce qui l'intéresse, c'est sa facture à la fin. L'empreinte carbone, il ne sait même pas qu'il y en a une, peut-être. J'espère qu'il le sait quand même un peu. Bon. En tout cas, dans tous les cas, là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on va construire une équipe qui va être autour d'un persona particulier. Donc, on peut avoir l'équipe qui gère les services pour les clients particuliers, puis on peut avoir une équipe qui gère les services pour les grandes entreprises, les services qu'on va faire. C'est une autre possibilité de découpage qui fonctionne très bien. Et la dernière façon de découper que j'aimerais vous amener aujourd'hui, ce sont les impact teams. Alors ça, je vais être très honnête avec vous, je ne l'ai jamais vu sur le terrain. Par contre, comme je me suis intéressé au sujet, je vous ai mis une petite vidéo, vous allez voir à la fin, d'une entreprise qui l'a mis et qui explique les enjeux, pourquoi ils ont choisi ce modèle, etc. Moi, dans mon expérience, je ne l'ai jamais vu, mais je vais quand même vous expliquer comment ça marche. Une impact team, c'est en charge d'atteindre un objectif stratégique. Par exemple, augmenter le taux d'activation de mes clients de 30%. Alors, on rappelle ce que c'est qu'un taux d'activation. Le client, il est déjà venu 3 fois sur le site, ça, c'est pas le taux d'activation. Par contre, il souscrit un contrat, il s'abonne à mon service, là, il est activé. C'est-à-dire qu'il passe de prospect, par exemple, à client. OK. Une des grandes difficultés avec ce modèle, c'est qu'on voit bien que si les objectifs ne sont pas alignés, sont orthogonaux, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que, je vais vous prendre un exemple, imaginez que moi, mon équipe est responsable d'activer, donc d'augmenter le taux d'activation à 30%.
Donc, mon PO, lui, il va réfléchir, mon product owner, pardon, il va réfléchir et puis il va dire, ouais, pour augmenter le taux d'activation, on va vendre des choses, on va promettre des choses, etc. Puis derrière, j'ai une équipe dont l'objectif, c'est d'augmenter le taux de rétention de mes clients de 20%. Sauf que la première équipe, elle a vendu des trucs qu'on n'est pas capable de tenir. Donc, la rétention va baisser au bout de 2 mois. Les utilisateurs s'aperçoivent que finalement, ce qu'on avait dit, cette fonctionnalité devait arriver dans les 2 mois, elle n'arrive pas. Ou alors, au niveau de la performance, on n'est pas là. Dès qu'il y a plus de 4 utilisateurs, ça tombe, etc. etc. Bon. Donc, pourquoi je mets un petit triangle orange avec un petit point d'exclamation? Parce que moi, ça me paraît compliqué. Il faut des organisations, pour moi, qui sont très matures, où il y a une stratégie qui est clairement définie pour éviter d'avoir chaque petite équipe qui bosse dans son coin pour atteindre son objectif sans se soucier de l'impact qu'elle aura sur les autres. Mais le modèle est quand même super intéressant et je serais ravi, si vous l'avez déjà vu en place réellement, vous, dans des entreprises, que vous le partagez à la fin. Donc voilà les 5, je dirais, grandes catégories d'équipes qu'on peut avoir. Pour rappel, là, on était dans les équipes qui sont orientées sur les flux de valeur. Équipe produit, équipe feature, donc fonctionnalité, équipe parcours client, persona et impact. Et là, vous allez me dire, mais ça ne suffit pas. On ne peut pas fonctionner qu'avec des équipes comme ça. Et c'est vrai. On va se voiler la face, on ne peut pas avoir que des équipes comme ça. On a besoin d'équipes qui auront des expertises, qui vont arriver en support des autres équipes, et ce sera des équipes transverses. Il y a une chose à retenir sur les équipes transverses qui est hyper important et où tout le monde se casse les dents dessus, ou s'est cassé les dents dessus, c'est que les équipes transverses, elles sont là pour aider les autres équipes, les équipes qui sont alignées sur le flux de valeur. Pas pour faire goulet d'étranglement, pas pour être sur le chemin critique, pas pour valider quelque chose ou donner un intrant qui est absolument obligatoire. Enfin, c'est pas le but. Le but, c'est d'aider les équipes qui sont alignées sur les flux de valeur. Là, on va voir 3 types d'équipes. Il y en a moins. Premier type d'équipe, les équipes support. Les équipes support, elles sont en charge de faire monter en compétences et de diffuser les bonnes pratiques aux équipes qui, elles, sont orientées flux de valeur et vont produire des produits pour les clients. C'est très important de comprendre cette notion. Ils sont là pour apprendre à faire, ils sont là pour faire grandir, ils ne sont pas là, je le redis, pour devenir un goulet d'étranglement. Je vais prendre des exemples, puis les premiers vous paraîtront évidents. Peut-être ceux du bout vous paraîtront moins évidents, mais on va voir. Un centre de coaching agile. Bon, on les connaît bien, vous avez des coachs, puis des Scrum Masters, etc. Enfin, voilà. Ils ne sont pas là pour animer les rituels des équipes ad vitam aeternam. Ils sont là pour, à un moment donné, apprendre aux équipes à faire de l'agilité. Puis après, ils partiront, ils iront faire autre chose. Des gourous UX, imaginons donc des UX designers, user experience designers, imaginons qu'on ait des gens qui sont très bons, qui sont regroupés dans une équipe. Qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer 2 choses. La première chose, c'est qu'ils deviennent goulet d'étranglement toutes les équipes, parce qu'il faut qu'ils valident tous les parcours, tout, etc. Les interfaces, tout, ils valident tout. Ça ne marchera pas. Par contre, une équipe du X-Guru qui va apprendre aux équipes à faire de l'UX de façon efficace, là, ça va marcher. Le but, c'est de donner la capacité à l'équipe, capabilities en anglais, donc je ne trouve pas l'exact en français, mais bon, les compétences, on va dire, les compétences aux équipes pour le faire eux-mêmes, pour être de moins en moins dépendantes des équipes support. On peut envisager aussi des équipes, vous savez qu'on a dans toutes les entreprises, des équipes d'architecture d'entreprise ou de sécurité. Ces équipes, elles ont un double objectif: protéger l'entreprise, protéger contre les failles de sécurité, choses comme ça, et servir les équipes qui vont produire des choses. Donc là, il faut qu'on sorte il y a des concepts qu'on a déjà vus, qui est l'équipe sécurité qui fournit les règles et puis débrouillez-vous. Non, là, l'équipe sécurité, elle est là pour apprendre aux équipes à faire du security by design. Dès le début, dès que je commence, j'ai compris qu'il faut que j'intègre des mécanismes de sécurité. Dès le début, dans mon backlog produit, j'intègre ces mécanismes de sécurité. Donc ça, ce sont les équipes support. Ensuite, on va retrouver les platform teams, les équipes plateformes. Ça, ce sont des équipes qui vont être en charge de fournir des services clés en main aux équipes orientées flux de valeur. Pourquoi? Pour réduire leur charge mentale. Ça, c'est très, très, très important. On est vraiment sur... on a eu pendant un moment donné
des équipes, vous savez, c'était le début de l'agilité, là on disait il faut qu'elles soient absolument pluridisciplinaires et donc il faut qu'elles gèrent tout de A à Z, mais même leur pipeline de CI/CD, Continuous Integration, Continuous Development, leur infrastructure, etc. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? On avait des équipes qui croulaient sous la charge mentale parce qu'elles devaient tout gérer de A à Z. C'est trop. En plus, on commençait à avoir des équipes assez grosses parce qu'il fallait rentrer les DevOps, etc., etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller sur un modèle avec des DevOps, c'est pas ce que je suis en train de dire. Et ce que je suis en train de dire, c'est qu'on avait des équipes qui avaient des charges mentales trop grosses. Et en plus, on risquait d'avoir des désalignements. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui va vouloir utiliser toute la suite Git pour faire son pipeline, il y a une autre équipe qui va utiliser du Jenkins, il y a une autre, etc., etc. On peut très bien envisager d'avoir une plateforme team qui s'occupe de toute la toolchain de l'entreprise, puis des pipelines de CI/CD, etc. Ce n'est pas un problème, tant que cette équipe s'évertue à donner des services clés en main. Des services clés en main, c'est quoi? C'est des choses simples à utiliser qui permettent de déployer facilement en cliquant sur un bouton, de configurer facilement, etc. Avec le mode d'emploi, peut-être la petite capsule vidéo qui va bien, et puis avec, si besoin, vous pouvez appeler un expert qui peut vous aider si vous êtes coincé avec le produit. On a d'autres exemples. Une équipe qui s'occuperait du middleware de l'entreprise, on peut penser à des middleware comme TIBCO ou d'autres choses comme ça. Une entreprise qui s'occuperait de faire de l'infrastructure as a service. Imaginez, je suis une équipe de dev, j'ai besoin d'une machine virtuelle. Bon, j'ai un portail, je la commande, je donne les précisions, machine virtuelle, c'est pour 2 mois, il faut qu'elle ait tant de mémoire, tant de processeurs, c'est pour faire tourner ça. Je clique, c'est commandé, 2 jours après, je l'ai. Là, l'idée, c'est de sortir du modèle où on a ces équipes qui font tout manuellement, elles reçoivent plein de tickets, elles les traitent dans l'ordre de priorité qu'elles peuvent, et on a des équipes de développement qui sont bloquées en attente de livraison de telle machine, de tel service, de tel… voilà. Il y a d'autres exemples, les équipes qui gèrent les accès, se connecter au système d'information, les équipes qui gèrent le réseau, etc. Donc ça, ce sont vraiment des équipes qu'on a tous connues. C'est simplement qu'au niveau de la façon de collaborer avec les autres équipes, il faut qu'elles se mettent dans l'idée de livrer des services clés en main. Et le dernier modèle qu'on va retrouver, que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, ce sont les équipes composants. Les équipes composants, elles sont en charge de maintenir et faire évoluer un composant complexe, qui fait partie d'un ou plusieurs produits, d'un ou plusieurs services, mais qui nécessite une forte expertise. Donc, on imagine des gros cerveaux là, enfermés dans une cave, qui bossent sur ça pendant des jours et des jours, qui ne voient pas la lumière du jour. Je rigole, bien sûr. Le but est toujours de diminuer la charge mentale des autres équipes. Je vais vous prendre un exemple. Une entreprise qui baserait son business model sur un modèle mathématique très compliqué, on peut très bien l'externaliser, ce modèle, puis le faire évoluer, avoir une équipe qui est dédiée dessus et qui travaille sur ce modèle, qui le fournit aux autres équipes. Encore une fois, la règle est la même. L'équipe composant va fournir un service clé en main. Pour utiliser mon modèle mathématique, tu as une API, une API, un ensemble de services. Voilà comment ça marche, voilà ce qu'il faut donner en entrée, voilà ce que ça va te sortir en sortie, etc., etc. Documentation et tout. On peut imaginer une équipe qui est responsable d'un algorithme de traitement d'image particulier très pointu. On se rappelle de ces outils peut-être qu'on a utilisés à une époque, les AutoCAD, les 3D Studio, etc. Ils avaient des équipes qui travaillaient sur les algorithmes de rendu, par exemple, de ray tracing, pour ceux qui ont fait un peu de 3D et qui se souviennent de ça, là. Les équipes qui travaillaient sur justement cette partie-là qui était très compliquée et qui le donnaient à disposition des autres équipes qui allaient s'en servir. On peut aussi imaginer des systèmes de transactions sur la blockchain et des choses comme ça. Donc voilà, on va faire un petit arrêt sur image. Là, on va faire un petit wrap-up de ce qu'on a vu. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que la loi de Conway nous dit qu'il faut faire attention à la façon dont on découpe les équipes. Ce qu'on se dit, c'est qu'une équipe, c'est pas plus de 9 personnes. Au-delà, on a des problèmes de communication, surtout avec ce qui se passe en ce moment et les retours hybrides au bureau. On veut maximiser les équipes orientées flux de valeur. On a vu les équipes produits, features, persona, user journey et impact. Et on va avoir, pour soutenir ces équipes-là, des équipes qui seront des équipes d'expertise transverse, des équipes support, des équipes plateforme et des équipes composants. Voilà, pour les grandes thématiques de ce webinaire. Je vais juste vous donner 2 petites choses pour aller un petit peu plus loin. La première chose, c'est un livre que j'aimerais vous partager. Ce livre s'appelle Team Topologies. C'est un livre de Matthew Skelton et Manuel Pais. Et c'est un livre qui va
ça va vous présenter des choses là que je vous ai présentées. Ce que je trouve qui est très intéressant, c'est que forcément, ils vont plus loin. Il y a quand même pas mal de pages. Hein, ils vont plus loin parce qu'ils ont accompagné des entreprises à aller vers ces modèles et ils vont vous expliquer pourquoi ils ont fait le choix d'aller vers ce modèle, c'est-à-dire quels enjeux ils rencontraient, comment ils ont fait leur démarche et puis surtout après, quels enjeux ils ont rencontrés après. Voilà, moi je m'arrête au niveau modèle, mais là vous allez voir, ils amènent un peu d'expérience, d'accompagnement détaillé sur plusieurs cas. Donc je vous invite à le lire, il est très très intéressant. Et puis la deuxième chose, c'est, je vous en ai parlé tout à l'heure, les Impact Teams. Pour ma part, je ne l'ai pas vu mise en place. Les autres modèles, je les ai vus, mais l'Impact Teams, non. Donc, il y a une vidéo sur les Impact Teams. De mémoire, c'est une petite entreprise, enfin, une entreprise française, ouais, qui est basée en France, c'est ça, qui met en relation des vendeurs sur le secteur de l'immobilier et des acheteurs. Et eux, ils ont décidé justement de caler leurs équipes, les orienter sur des objectifs stratégiques et chaque équipe est responsable d'atteindre un objectif stratégique business. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. J'ai pas voulu faire trop long parce que c'est un créneau qui est difficile. On a tous faim et puis après on retient pas les choses. J'espère que vous avez retenu les principaux messages. Maintenant, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, je vais regarder sur le chat. Bon, il n'y a pas de questions sur le sur le chat. Je vois Marine qui a réagi avec UX Guru. Tu es une UX Guru, Marine, je te confirme. Eh ben, écoutez, je vous propose, prenez la parole, levez la main, je vous la donne. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Merci pour les applaudissements. Olivier, moi j'ai peut-être une question de mon côté. Ouais, bonjour, ouais, salut. Très rapidement, super présentation. Je me posais la question, est-ce que dans tes livres organisationnels, ils ont déjà essayé de mettre les UX intégrés dans ta team component? Ah, donc dans la team component, dans le composant qui est vraiment compliqué, c'est ça? Ouais, je me demande, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup maintenant de squad full intégré. Je me demandais, parce que là, on voit comme un silo entre le support et le composant. Oui. Est-ce qu'il y a déjà des tests qui ont été faits sur ce merge-là? Alors, des tests, il y en a sûrement. Moi, que j'ai vu, non, j'ai plutôt vu les UX intégrés, s'ils étaient intégrés, c'est-à-dire si l'entreprise a la maturité de se dire je ne fais pas une tour d'ivoire UX, j'ai plutôt vu des UX intégrés dans des équipes produits et pas dans des équipes support composants. Par contre, je trouve hyper intéressant ce que tu dis parce que je rebondis. Moi, j'irais plutôt sur des équipes, par exemple, plateforme, les équipes qui offrent des services aux autres équipes. Là, ça serait extrêmement intéressant d'avoir des UX qui sont capables d'aller designer une approche service qui permettrait aux équipes utilisatrices d'aller s'en servir très rapidement, de l'utiliser très rapidement et de façon intelligente. Donc, en fait, finalement, on aurait des UX qui seraient plus pour les clients finaux de l'entreprise, et qui seraient pour des clients internes qui plus est, sont des ingénieurs informaticiens, pour la plupart, dans le modèle que je décris. Donc, je trouve que cette approche est vraiment excellente. Et pour ma part, non, je ne l'ai jamais vue. Ok, super. Merci. Ben, merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Hein. On se lâche. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je peux vous raconter un modèle qui n'a pas marché dans une entreprise. Tant qu'à faire, hein, parce que là, on a parlé des choses qui fonctionnent. Je pense que pas mal d'entre vous connaissent le modèle SAFE. Vous savez, c'est un modèle d'agilité à l'échelle, là. On en est un. Et une entreprise que j'avais visitée, c'était assez intéressant, avait fait cette, je dirais, erreur stratégique, mais ils ont appris, hein, ils ont corrigé depuis, de créer un train safe autour de la data. Donc, on est plusieurs équipes, hein, bien sûr, qui travaillaient dans le même flux de valeur, la data. Sauf que ils étaient tiraillés entre deux choses, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas bien découpé leur flux de valeur, parce que finalement, la data, elle est à la fois utilisée par des clients internes de l'entreprise pour leur projet, c'est sûr, donc chacun son flux de valeur et chacun allait piocher dans alors à l'époque c'était des data lakes, des data marts, je ne sais plus. Et puis, le problème, c'est qu'ils avaient aussi une ambition de monétiser la data. Donc, ce petit train safe qui avançait tout seul, il était toujours tiraillé entre
je vais faire des fonctionnalités qui vont me permettre de vendre ma data, parce que je vais rapporter de l'argent. Et puis, on leur avait gentiment fait comprendre que ça serait intéressant qu'ils s'autofinancent, hein, parce que c'est un centre de coût, hein, comme les informaticiens, ça coûte cher. Et puis, d'un autre côté, on leur demandait, les autres équipes qui étaient orientées à le flux de valeur sur des produits, etc., leur disaient, bah oui, mais moi, il me faut cette donnée dans ton data lake, là, je ne l'ai pas. Donc, ça ne fonctionnait pas. Tout le monde, en fait, ils avaient le pire des deux mondes. D'où l'importance de briser les silos, d'avoir des ingénieurs data qui sont plutôt répartis dans les équipes orientées de flux de valeur au maximum. Et si vous devez avoir une équipe data, ça serait vraiment une équipe support ou une équipe plateforme qui fournit du service aux autres équipes, mais ne pas mélanger. Et là, il y a un côté un peu mélangé, impact team, etc. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, gardez ces vrais deux principes, orienter flux de valeur, puis les équipes support, là, mais qui ne doivent pas avoir des enjeux stratégiques business, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà. Bon, c'était le contre-exemple que j'avais envie de vous apporter là. Est-ce que vous avez des questions? Ah, j'ai quelqu'un qui lève la main. Ah, coucou. Bonjour, Malika. Vas-y. Oui. Vas-y. En fait, j'aime bien le point de départ, là, qui est la phrase de Conway sur le design des organisations. Ce que je vois, moi, vous m'entendez correctement? Oui, très bien, on t'entend. OK, ouais. Parfait. On regarde souvent notre design côté technologie, par exemple, mais en réalité, en amont, il y a déjà un design côté business, oui, où il y a potentiellement des formes de silos, parce que moi j'utilise beaucoup l'image des poupées russes, mais si tu mets d'un point de vue de l'utilisateur, tu as déjà en fait un biais dans le design organisationnel, et souvent on rajoute un biais supplémentaire dans le design des équipes technologiques et dans la façon où on a découpé le système d'information en applications, etc. etc. Ouais. Donc ça, tu l'as déjà croisé, j'imagine. Ouais. Donc, comment tu gères ce genre de situation? Parce qu'il y a comme deux niveaux, en fait. Ouais. Non, c'est très compliqué. C'est vrai, le premier impact sur le design, c'est ça, c'est le découpage de l'entreprise. Et puis souvent, l'entreprise, elle va être, si c'est une grosse entreprise, elle va être découpée par jeux successifs de fusion-acquisition ou de lancement d'un pôle, d'un département, etc. Et puis à la fin, on a quelque chose de très compliqué. Et puis on le voit, hein, quand on fait une fusion-acquisition, souvent le système qu'on branche, il est différent du système original. C'est-à-dire qu'on l'a pris, puis on a dû le modifier, puis finalement, on a été obligé d'en faire deux. Quand on lance une nouvelle branche, on va avoir quelque chose qui va être développé dans un garage là, pour cette branche-là, et puis très difficile après de le remettre dans le système. Oui, est-ce que j'ai la solution? Non, pas aujourd'hui. Par contre, je pense que c'est super important d'éviter de briser les silos, c'est-à-dire d'éviter d'avoir des équipes qui sont particulières sur des lignes métiers qui ne se parlent pas entre elles. Et donc, le meilleur moyen de les faire se parler entre elles, c'est finalement d'y aller potentiellement avec ce qu'on trouve dans les frameworks type Spotify, des chapters ou des guildes, pour s'assurer que finalement, en transverse, ils collaborent, ils vont dans le même sens. Je te prends un exemple tout simple. Imaginons qu'on ait une entreprise qui mette des UX, qui les répartissent dans ses équipes produits. On peut très bien envisager qu'ils continuent à travailler en communauté de pratique ensemble pour s'assurer que tout le monde a le même design system. Et quand il y a une acquisition ou une nouvelle branche ligne métier qui se crée, elles réutilisent les choses, elles fassent la même chose. Tu vois, moi, j'irais plutôt comme ça. Je ne sais pas si ça répond complètement à ta question. On est encore sur la deuxième couche du problème, je dirais. Ouais. J'ai déjà eu l'occasion d'utiliser, par exemple, le principe de la chaîne de valeur de porteur Ouais. pour justement montrer finalement aux parties prenantes ce qu'il y a au début de l'histoire, en fait, la première poupée russe. Donc, remettre un peu de perspective, que tout le monde regarde la même chaîne de valeur, regarde l'organisation avec un regard externe, et puis le client, par exemple, avec un regard externe. C'est pas facile. Ça prend aussi une bonne cartographie des capacités d'affaires, etc. Mais je pense que c'est une avenue intéressante, en fait, pour aller une coche plus loin. Oui.
dans la résolution de ce C'est une problème. vue très intéressante et puis ça nécessite, pour rebondir sur ce que tu dis, ça nécessite qu'au niveau des décisionnaires et des C-level, ils aient conscience que finalement une transformation numérique, c'est pas quelque chose qui se fait au niveau de l'IT, des TI uniquement, tu vois. C'est quelque chose qui doit embarquer le business. Si on continue à avoir cette séparation TI-business, qu'on dit au TI débrouillez-vous, organisez-vous en produit, etc., mais que derrière ça ne suit pas au niveau de l'organisation business, ouais, ça fonctionne pas. Donc, ça nécessite aussi de convaincre ces C-level, oui, ça c'est sûr. Oui. Okay. Je voulais savoir si tu avais déjà Oui, eu. on l'a. Oui, on l'a. Puis j'ai pas la baguette magique, faut y aller. Et puis ce que tu as fait, c'est très bien, je trouve, l'approche chaîne de porteurs, etc., pour faire prendre conscience de l'ensemble de la map, une espèce Des de. interdépendances C'est qui ça. existent déjà en Voilà. partant, et puis de voir comment on peut ne pas rajouter de complexité et puis essayer de fluidifier. Ok, Ouais, super, c'est ça. merci. Merci Malika, merci, hyper intéressant. Et je pose une question comme ça à la cantonade. Est-ce que quelqu'un a déjà vu des Impact Teams? Parce que moi, je suis en recherche, je demande. Non, personne. J'en ai pas vu, mais par T'en as pas contre, vu? l'impact mapping, moi je suis Oui. coach agile Scrum Master, je me sers beaucoup de cet outil, Oui. l'impact mapping, et puis je pense que c'est cette idée-là qui est sous-jacente, pardon. Et Oui. tu as des modèles comme par exemple Beyond Budgeting, Oui. qui sont vraiment basés Dans le sur les safe. OKR en fait. Tu Ouais. as dit quoi, pardon? Le safe le prône beaucoup là maintenant, la nouvelle Oui, version de oui. safe. Mais je Ils parlais l'ont pas de safe. récupéré. Ils l'ont récupéré. Ouais, Hein, c'est ça. Mais je ouais, parlais ouais. vraiment de Beyond Budgeting. Ça a été Oui. fait notamment dans une entreprise, je pense que ça s'appelait State Oil, qui a priori une belle success story. Mais donc la notion de OKR, etc., puis de partir des objectifs et puis de décliner, moi je crois aussi beaucoup à ça en fait. Puis ça crée de l'alignement, puis c'est plus facile de synchroniser. Donc Ouais, j'en ai pas vu moi, mais je travaille plutôt dans cette direction en fait. ouais, on est aligné. C'est pas évident de cascader les OKR et d'avoir toujours un niveau, d'être capable de remonter et de dire moi je contribue à l'OKR du dessus en faisant ça. C'est une vraie gymnastique que pareil j'ai essayé de mettre en place dans certaines entreprises et je pense qu'il y a un changement de culture à faire. Tu sais, on reste très sur les budgets, ils sont contraints par les années fiscales et les choses comme ça. Donc, on reste très bloqué là-dedans. Déjà, les entreprises qui ont compris que la maintenance, il ne faut pas la séparer, il ne faut pas la mettre sur deux budgets différents, la maintenance des produits et tout, c'est déjà un premier pas. D'avoir une vision un peu plateforme, mon équipe qui gère tout de A à Z. Mais ce que tu amènes, c'est très intéressant, c'est d'être capable tous les 3 mois de vérifier l'adéquation avec l'objectif et d'être capable d'avoir une agilité au niveau budgétaire pour pouvoir en mettre plus ou moins sur un produit, puis de revoir ça tous les 3 mois. Mais je n'en ai pas vu. Et c'est pour ça que je te parlais de Safe, parce que ma grosse frustration vis-à-vis du framework, qui est très bien, hein, je ne critique pas, c'est de ne pas avoir vu justement cette couche supérieure au niveau du Beyond Budgeting, du Lean Portfolio, etc. Je ne l'ai jamais vu vraiment en place. Tu parlais des sources de financement des projets, Ouais. mais l'autre boîte noire qui est en amont, on va dire, c'est la gestion de portefeuille. Oui. Et d'ailleurs, ce que je trouve fascinant, c'est que dans la gestion de portefeuille, il y a certainement plein d'outils en termes de pilotage par la valeur, parce que les investissements sont faits basés sur je pense que ça va m'apporter le plus grand gain. Mais il y a comme un bris dans la chaîne entre gestion de portefeuille, gestion de projet, puis alors qu'il y a des décisions qui ont été prises basées sur des critères objectifs de valeur. Quand tu es rendu au niveau projet, tu as un scope et puis tu ne sais plus pourquoi tu le fais, tu ne sais pas quelle aiguille c'est censé faire bouger. Donc moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose entre guillemets, à réinventer, mais juste en mettant plus de clarté, de transparence et d'alignement et en faisant un peu de design des systèmes. Ouais, tout à fait. Écoute, super intéressant, je te remercie. Je te propose qu'on prenne contact après. Parce que les sujets super intéressants et j'ai trop envie de discuter avec toi là sur ça. Moi, ça m'intéresse énormément. Écoutez, merci à tous. Il nous reste 2 minutes. Ce que je vous propose, ouais, vas-y Aurélie. Il y a une question de la part de Alexis, d'avoir le nom que tu mentionnes du livre à la fin de ta présentation. Bien sûr, Team Topologies de Matthew Skelton et Manuel País. Mais je pense qu'on va diffuser sur le LinkedIn la présentation format PDF. Hein. Aurélie, je ne me trompe pas? Oui, on l'enverra aux participants, oui. Voilà, on va l'envoyer aux participants. Donc, vous l'aurez, pas de problème. Vous aurez aussi mon contact, comme ça, on pourra prendre contact, Malika. Je vais vous demander un dernier petit service avant de me quitter. Est-ce que vous pourriez me mettre votre évaluation ROTI, alors c'est qu'un ROTI, Return on Time Invested, mais je pense que beaucoup connaissent. 5 étant, vous avez vraiment
passé un temps très intéressant, vous avez appris beaucoup de choses, le temps que vous avez investi vous a été bénéfique. 1 étant, bah non, vous avez perdu votre temps, ça vous a rien appris du tout. De 1 à 5, est-ce que vous pouvez le mettre dans le chat? Ça serait vraiment super sympa de votre part, puis ça permet de s'améliorer. Voilà. Merci pour votre participation, merci pour les questions là, super intéressant. N'hésitez pas à nous contacter, on va vous envoyer les contacts. Voilà. Merci à toi, Olivier, et merci à tous d'avoir pris le temps de participer aujourd'hui. Au revoir. Au revoir. Au revoir.